Good afternoon, good morning, and good evening to Bonjour, bon everyone. après-midi, bonne Thank you for soirée à joining tout le the monde. Merci de votre WHO webinar participation on aujourd'hui à ce webinaire de coronavirus l'OMS. in the past Le and the sujet future, est le virus hosted by Zika, WHO apprendre pour l'avenir, EpiWin. For those new to EpiWin, fait this par is notre the équipe. WHO Et Information EPI et Network WIN. Si vous ne for connaissez pas EPI preventing WIN, c'est le information réseau pour la technology. traduction et la This EpiWin divulgation webinar des contenus assisted by dans les cas JSTOR. d'urgence. Nous Is to provide travaillons et science notre inaccessible objectif est de and traduire la science de reproducible way for façon evidence investigation relevante and et decision. audible pour In this avoir des way, décisions we et des expect actions more y afférentes information pour avoir une réponse Today, de we have a great préparation et de panel of discussion. réactivité. Aujourd'hui, nous avons une Starting with excellente a brief introduction. tribune pour parler Our du speakers today Zika. Je are vais faire une Dr. petite Sylvie Briand, présentation. Nous avons Dr. Epidemiologist Sylvie at Briand, the directrice WHO. du Dr. Marianne département de préparation au sein de Epidemiologist l'OMS, Member Dr. of the Maria, Epidemiology directrice de WHO. l'unité Dr. et de Dariana gestion Rojas Ibarra, d'urgence epidemiologist chez for l'OMS, Dr. Chihuahua Suliota in the pour le contrôle de Disease and Chihuahua Policy Unit at et WHO. Zika Dr. June au sein de Sumata l'OMS, Sarah Guerra, Dr. consultant Sumat Sarah Ouerar, Africa consultant Regional régional du Office for Health virus Security. pour le Dr. bureau OMS Asie Judith Wan de l'Est, from Dr. Microbiology and Judith Rouen, Molecular directrice Epidemiology at the National en Environment Agency of épidémiologie et Singapore, and microbiologie Mrs. Carlos dos Singapour, Santos, Advisor Madame Surveillance and Control Dos for Santos, Coronavirus conseillère surveillance et contrôle pour les Tropical and maladies Vector-Borne tropicales Diseases at the Pan négligées American Health euh, Organization, au and sein de l'organisation and panaméricaine, Dr. et Ricardo Dr. Jiménez, Ricardo epidemiologist at Jiménez, Tropical épidémiologiste et professeur de Federal médecine University of tropicale au sein de Pernambuco in l'Université Recife, fédérale de Brazil. Pernambuco The au Q&A is Recife, moderated Brésil. by Dr. Aujourd'hui, Diana la Rojas session sera Alvarez. modérée All of par the meetings Dr. are Diana Rojas Alvarez. this webinar is being live Et streamed ce on webinaire est EpiWin at this time. enregistré This webinar is being recorded et and transmis dans la this chaîne webinar will EpiWin. be on our L'enregistrement website sera after the disponible meeting après ends. notre Interpretation is available today in l'interprétariat est Spanish, disponible et Portuguese, and l'enregistrement sera Tagalog. disponible dans As l'adresse qui you vous can sera see in the screen, disponible dans le journalists chat. and De national plus, il y a experts will be able l'interprétariat to access dans intelligence des langues telles que le and russe, further le interpretation will be hindi option pour after une the language. intelligence We invite artificielle. you Alors, vous all pouvez to write choisir la langue your de votre choix. clarification and N'hésitez question pas in the chat à écrire dans this la afternoon discussion on Zoom votre nom, votre emplacement. On souhaiterait Ask all savoir d'où questions vous vous remain in rejoignez. the Et si Q&A vous box avez des of the questions, chat vous pouvez les écrire dans la section, dans la rubrique without questions-réponses further et pas dans ado. la I will discussion hand the Zoom. floor Sur over ce mot, je vais to donner Dr. la Sylvie parole Briand à for the la docteure welcome to the à la EpiWin docteure webinar Sylvie on the Briand topic pour of les commentaires de bienvenue à ce webinaire preparing for the et future. nous présenter les sujets de notre Thank you webinaire very aujourd'hui. much, Dr. Agnese. Merci, Good docteur morning, Agnès, et Japan. bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le Welcome monde. to this Et EpiWin bienvenue webinar à on ces webinaires coronavirus. EpiWin sur You le wonder virus de why Zika. we chose Alors this peut-être que vous vous topic. demandez pourquoi nous avons choisi ces Maybe you sujets pour remember as aujourd'hui, well the mais peut-être que vous tragic vous en souvenez epidemic également de of la Zika tragédie virus de in Brazil in l'épidémie 2016. du Zika au Personally, Brésil en I 2016. still remember Personnellement, moi, je m'en with souviens sadness encore avec the poor émotion et babies that tristesse, were born with ces pauvres bébés neurodevelopmental qui defects sont nés and their avec mothers who had to des carry them problèmes, around mais for également je pense à leurs mères qui months ont to dû alleviate faire their face suffering. à cette situation pour It has alléger la had also souffrance. a terrible impact Il y on a eu un families impact and terrible communities sur les globally. communautés, sur les familles pendant So, Zika cette for us année-là. is an Alors, le emergent virus de public Zika, pour health nous, est un problem, risque de and that's why we santé thought it was mondiale. C'est une important to problématique. bring C'est pour cela que together nous avons pensé experts et across que the world c'était important de today. rassembler une tribune So, you d'experts may partout know dans le that monde pour y Zika discuter. is a virus De that is même, sachez que transmitted le by Zika vectors, est and un those vectors virus are à Aedes transmission mosquitoes. vectorielle, Those à mosquitoes savoir are les very moustiques broadly Aedes. distributed Ces on Earth, moustiques se trouvent depending on the particular éparpillés, climate et we live spécialement in. dans les zones And due to the tropicales, mais season slightly à mesure que changing, les changements still climatiques we can s'imposent, la see distribution transmission change through également et nous Aedes voyons mosquitoes, désormais but des also in transmissions temperate countries. faites par les moustiques And you Aedes also dans les remember zones that tempérées. recently we had a Et big peut-être que vous outbreak vous en souvenez que récemment, il y chikungunya a eu une in flambée Uruguay, des Paraguay, chikungunya au and we Paraguay also et au learned Uruguay. about dengue Mais de même, aujourd'hui, this nous connaissons disease la dengue en and Argentine. chikungunya La are fièvre also jaune transmitted by et ces Aedes maladies sont mosquitoes. également transmises So for par us, ces this is types de why it's moustiques. important that Alors, pour we cela, all are nous learn avons jugé more about the important disease, d'apprendre how davantage we sur can cette treat it, maladie, how we can protect les ourselves moyens de against it. transmission et comment se And I would protéger. like to
contre cette maladie. Je voudrais remercier les experts, mais c'est également mes collègues de l'OMS qui sont avec nous aujourd'hui pour partager les connaissances et les expériences sur cette maladie, car cela va nous aider à être mieux protégés. Alors, je vous remercie également vous, l'audience, car ensemble, nous allons rendre ce monde plus sûr en connaissant les risques et en les gérant sans peur et de façon pertinente avec des actions relevantes. Merci et je vous redonne la parole à Agnès. Merci, docteur Sylvie Briand, pour ces mots de bienvenue. Et maintenant, je donne la parole à Diana qui va faire la présentation du SICA, mais également qui va être la modératrice de cette session. Alors, Diana, je vous donne la parole. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par le partage d'une vidéo sur le SICA, comme ça, c'est un petit rappel des informations de base du SICA. Alors, si vous pouvez confirmer que vous voyez 2 petites secondes. Alors, est-ce que vous pouvez voir la vidéo, l'image Yes, we plutôt? can see it. Oui, nous pouvons voir, tout à fait. Est-ce que vous l'entendez, la vidéo? No. Non, non, pas encore. Il n'y a pas de son. OK. Alors, le virus Zika est disséminé par le moustique Aedes qui peut Le Zika peut être transmis de façon sexuelle et de la mère à leurs enfants. Cette maladie a connu un déclin depuis 2017, mais elle a des incidences importantes dans certaines régions de l'Amérique et d'autres parties dans le monde. Aujourd'hui, 89 pays ont connu des transmissions vectorielles par du Zika. La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques. Elles peuvent connaître les symptômes qui se trouvent sur l'écran, des éruptions et d'autres. Certains des patients infectés ont développé des conditions neurologiques sévères et une incapacité pour respirer et ils ont recours à la ventilation. Les femmes enceintes peuvent avoir des enfants avec microencéphalie, mais c'est également d'autres symptômes congénitaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement ou de vaccin pour les infections du Zika. Les personnes infectées avec des symptômes légers doivent rester hydratées, se reposer et prendre des médicaments pour les éruptions et la fièvre. Si les symptômes s'aggravent ou si les patients euh, euh, connaissent un engourdissement des extrémités, ils doivent chercher de l'attention médicale. Les femmes si les femmes développent des symptômes lors d'un voyage, elles doivent chercher des informations ou des conseils médicaux, mais c'est également se référer au personnel de santé pour éviter la maladie. Les personnes actives dans les zones de transmission du virus doivent faire attention aux moustiques. C'est à savoir très important pour les femmes dans l'âge de reproduction enceinte et pour les enfants. Et ces stratégies comprennent utiliser des vêtements qui couvrent la plupart des extrémités corporelles, utiliser des moustiquaires, fermer les fenêtres et les portes et pulvériser insecticides à l'extérieur et à l'intérieur. Les conteneurs devraient être éliminer l'eau qui se trouve dans le pot des plantes, nettoyer les réservoirs pour éviter la reproduction des moustiques. Les personnes avec le virus de Zika, à savoir les femmes enceintes et les partenaires sexuels, doivent recevoir des informations en ce qui concerne le risque de transmission à leurs enfants de façon à éviter des résultats néfastes. Le Les personnes doivent avoir un panel complet de contraceptifs pour faire des décisions éclaircies. L'OMS appuie les pays pour lutter contre la lutte virtuelle du Zika sous l'initiative et d'autres stratégies qui viennent appuyer la lutte antivirtuelle. Cet appui se présente sous la forme des directives médicales, réponses, coordination des laboratoires par le biais des centres de
coopération. Nous pouvons tous jouer un rôle important pour réduire l'incidence du Zika. Protégez-vous, vos chers et vos communautés en prenant les démarches pour éviter la transmission sexuelle, les piqûres des moustiques. Si vous pensez être infecté avec les virus du Zika, prenez des actions. Merci. Et maintenant, nous allons donner la parole à Dr. Maria qui va nous parler vraiment du Zika dans le cadre de son unité. Docteur Maria, vous avez la parole. Merci Diana et merci pour votre adaptation avec la vidéo. Alors oui, je serai très bref. Alors, la plupart, on n'a pas entendu du Zika depuis 2017. À l'époque, on avait fait la relation entre le Zika et la microcéphalie. Néanmoins, il est toujours actif dans plusieurs pays. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la plupart des infections Zika sont asymptomatiques, ce qui est un défi pour qu'on détecte les cas d'infection et nous pouvons pas proprement prévenir les infections ou traiter les personnes qui sont infectées du Zika. Lors de ce webinaire, nous voulons fournir une opportunité pour vous mettre à jour en ce qui concerne l'épidémiologie du Zika dans les régions où cela a une incidence et sensibiliser tout le monde sur les régions du monde où le Zika est actif. Zika doit être pris en compte dans nos diagnostics, mais c'est également pour les personnes qui se sont rendues dans la zone d'activité de transmission Zika pour prendre en compte la transmission vectorielle par moustique. Et n'oubliez pas que les personnes il faut prendre en compte les personnes qui sont les plus susceptibles à la contamination, à savoir les femmes enceintes. Le Zika est associé au Brésil, mais vous allez voir que le Zika va au-delà du Brésil. Il y a d'autres pays dans le monde où le Zika est actif et nous devons nous concentrer à cet égard. Nous il faut aller au-delà de l'emplacement géographique du Zika pour créer une stratégie de prévention au Zika et d'autres virus. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous travaillons dans une initiative mondiale qui cible le Zika, mais c'est également la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya pour avoir une approche intégrée, rassembler tous les partenaires pour s'attaquer à ces virus. Et spécifiquement, ces activités comprennent la surveillance de transmission du Zika national et internationalement, de façon à anticiper les flambées autant que possible pour réduire les risques épidémiologiques par le biais d'une réponse aux flambées du Zika et rédaction des directives pour la gestion des complications du Zika et améliorer la surveillance vectorielle et la lutte antivectorielle par le biais de la résilience et l'engagement communautaire de façon à limiter les infections autant que possible, mettre à jour l'ordre du jour des recherches du Zika, car nous ne savons pas tout sur le Zika, et appuyer le développement des mesures pour lutter contre le Zika, à savoir les vaccins et les outils de lutte antivectorielle. On espère travailler avec les partenaires pour être à la recherche, à la tête de la recherche, identifier des écarts, par exemple, comprendre les risques de la microcéphalie et les maladies afférentes au Zika. Et si on connaît la réussite avec nos partenaires et parties prenantes partout dans le monde, nous allons continuer à faire nos opérations à l'avenir. Alors, Diana, je vous redonne la parole pour continuer avec notre webinaire. Merci, Maria. Et c'est parti avec nos orateurs. Je vais donner la parole à Dr. Sudat, qui est conseillère pour la région Asie de l'Est. Dr. Sudat, vous avez la parole. Merci. Je vais partager mes euh, diapositives. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran, ma présentation? Oui, mais nous pouvons voir tout votre écran. Il faut lancer le diaporama. Si vous voulez, on peut vous assister pour le partage de votre écran.
Oui, et là, vous pouvez le voir? Oui, super. Là, tout va bien. Parfait. Super. Alors, la région Asie de l'Est compte 11 pays. Vous pouvez le voir ici, Bhoutan, Inde, Indonésie et Timor oriental. Et tous ces pays ont signalé les infections du Zika. En Bangladesh, premier cas d'infection par les Zika a été signalé en 2016. Un, un homme qui n'était jamais allé à l'étranger. En Inde, en 1954, il y a eu le premier signalement du Zika à Pune, où des échantillons ont été collectés et on a signalé une positivité dans ces échantillons. Mais il faut interpréter ces résultats car la dengue et d'autres virus sont très actifs dans la région. Nous avons établi un système de surveillance en 2016 et en 2017, nous avons eu les premiers cas signalés et dans les régions de Ahmedabad, de Gwara et Chennai. Et nous avons connu en 2021 les premiers rapports au Kerala et l'épidémie dans l'Uttar Pradesh et Maharashtra et plus tard à Mumbai. Côté Indonésie, en 1981, c'était l'année où le premier signalement de la maladie a été constaté en Java central. Ensuite, entre 2013 et 2015, des cas signalés parmi les voyageurs de retour d'Indonésie ont été signalés. Et en 2014, des enquêtes de séroprévalence dans 14 provinces ont montré des échantillons provenant d'enfants âgés de 1 à 4 ans et on a connu une prévalence des infections du Zika. Et en 2016, il y a eu l'isolement du Zika chez un homme de 27 ans résidant dans les centres de Sumatra. Côté Maldives, le cas confirmé en laboratoire de maladies Zika était signalé en juin 2015. Un Finlandais de 37 ans, rentré chez lui après avoir travaillé 6 mois aux Maldives, il a développé des symptômes similaires à la grippe, des éruptions cutanées et des douleurs oculaires. Il a été positif au dépistage par PCR au Zika et il y a eu un test négatif dengue NS1, mais le test PCR a confirmé le cas de Zika. Et à nouveau, en 2016-2017, il y a eu 3 cas positifs sur 651 cas testés. Et depuis cette date-là, il n'y a pas eu de cas observés. Au Myanmar, nous avons analysé 462 échantillons des patients et des personnes asymptomatiques entre la période 2004-2017. Des infections confirmées du Zika ont été constatées dans environ 5% des patients avec des symptômes de dengue. Côté Sri Lanka, il y a eu un dépistage de 595 échantillons collectés chez des patients suspectés de dengue entre 2017 et 2019 dans deux hôpitaux de soins tertiaires. 3% de l'échantillon ont été confirmés comme étant des infections Zika et ces ressources ont été publiées en 2023. Côté Thaïlande, il est estimé que le Zika est endémique avec des pics de cas signalés généralement au mois de juin et de juillet, coïncidant avec la saison des pluies. De même, le 21 août de cette année, il y a eu 241 cas signalés en 2023 dans 22 provinces, le nombre le plus élevé étant enregistré
et dans cette région. Et selon les bases de données 2016-2022, nous pouvons voir que sur 241 femmes enceintes affectées par le Zika, 3 bébés ont accouché avec une microcéphalie, mais également nous avons observé 77 nourrissons nés des femmes enceintes infectées par le Zika. Alors, vous pouvez voir le, maintenant les présentations par pays. Il y a eu un sondage fait dans plusieurs pays et sur 11 pays, 10 pays ont signalé et ont répondu à ces sondages et les données disponibles nous ont permis de faire un diagnostic. Nous pouvons voir que c'est assez transmissible. Et la dengue, par exemple, est assez présente presque dans les 10 pays qui ont été enquêtés en ce qui concerne le chikungunya. Vous pouvez voir les pays infectés, mais lorsque on regarde en vert pour les Zika, vous pouvez voir que la plupart des pays sont concernés. Alors, les limites, bien que des études il y ait des dépistages, il n'y a pas, il y a des cas signalés, mais sont sporadiques. Et d'autres des tests sérologiques ont été utilisés pour identifier l'infection par les Zika et les cas signalés sont également sporadiques. Et les tests sérologiques peuvent présenter des réactions croisées avec d'autres flavirus en circulation, en particulier la dengue et la GIV, et par conséquent, l'interprétation des résultats des tests doit être effectuée avec prudence. Et à nouveau, le Zika, c'est une maladie rare et parfois asymptomatique et cela entrave la bonne gestion de la maladie et nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas avoir un bon aperçu de cette maladie. Il y a du travail à faire pour mieux comprendre la maladie et les fardeaux de cette maladie dans la région et, les fardeaux pour ces personnes dans la région. Alors, je voudrais remercier Dr. Aya Hajima, Dr. Hannah Brantel et Dr. Amarnant Babu pour l'appui et qu'ils sont portés à ma présentation. Merci. Merci, Dr. Souda. Merci pour cette mise à jour au côté Asie de l'Est et ces informations sur l'épidémiologie du Zika. Oui, c'est important de prendre en compte que le Zika est toujours en circulation, les défis et limites que votre région et les autres régions dans le monde connaissent pour la gestion de ces virus. Maintenant, je vais donner la parole à Dr. Judith Wang, directeur division de microbiologie et d'épidémiologie moléculaire à l'Institut de santé Singapour, qui va nous parler de la cas surveillance entomologique et des eaux usées du Zika. Dr. Wang, vous avez la parole. Merci, Diana. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, on peut voir votre écran, il n'y a pas de souci. Super. Alors, bonjour à tout le monde et merci à l'OMS pour l'invitation pour partager une mise à jour de la situation du Zika à Singapour et comment l'Agence nationale, en coopération avec le ministre de la Santé, ont mis en place une approche multidisciplinaire pour la surveillance entomologique et des eaux usées récemment. Au Singapour, nous avons eu notre première flambée en 2016 et 2017 après une épidémie d'environ 500 cas. Nous avons connu un petit cluster en 2019 et des cas sporadiques au fil des années. Néanmoins, en 2023, nous avons connu 22 cas, dont 15 dans un cluster dans l'est de Singapour.
Donc, pour surveiller la région, nous avons mis en place un système de surveillance entomologique des eaux usées. La communauté alerté les symptômes dans la région et ont pris des mesures de précaution. De même, nous avons fait la surveillance des eaux usées pour comprendre s'il y avait des cas dans la communauté. Nous avons fait une hypothèse pour détecter le virus Zika dans les eaux usées car nous savons que le virus est disponible au dépistage. Les résultats de cette collecte de données ont renforcé les opérations de lutte antivectorielle. Ici, nous voyons la distribution régionale où les cas positifs ont été rapportés en orange. Les points rouges et verts représentaient où il y avait les rapports de cas positifs et les cas non détectés. Il y avait aussi la surveillance des eaux usées pour tester les eaux et les échantillons des eaux dans la zone. Quand les cas ont augmenté dans une zone, nous avons eu aussi une alerte par rapport aux signaux dans les eaux usées. Nous avons aussi détecté des moustiques positifs pendant cette période. Pour la plupart des échantillons des moustiques, nous les avons désectionnés et les testés pour le Zika qu'il y avait et nous avons constaté que c'était dans la thoracique et l'abdomen qui implique que les vecteurs puissent disséminer et diffuser le Zika. Nous l'avons trouvé dans le Aedes aegypti et l'Aedes albopictus. Les signaux après la détection qui a augmenté en mai suggèrent que les mesures de contrôle appliquées après cette période ont fonctionné. Nous avons aussi échantillé des eaux usées à travers des autres zones et il n'y avait pas de Zika constaté. C'était aussi constaté avec la collecte des espèces de moustiques dans ces zones. Alors, cette surveillance a été possible parce que nous avons pu dépendre sur des méthodes de surveillance existantes comme le réseau de surveillance de COVID-19 ou une surveillance de l'abondance des moustiques Aedes aegypti. En termes d'analyse phylogénétique des cas positifs et des moustiques, nous avons trouvé que la souche de Zika en 2023 est distincte des autres qui ont été rapportées en Singapour. La souche actuelle était plus proche aux virus qui ont été rapportés aux Philippines en 2012 et 2016. La différence dans les lignées soutient notre compréhension qu'il n'y a pas de transmission continue au Singapour, même s'il y a de la transmission locale de temps en temps. La prévalence dans le sang à Singapour en 2016 a montré que seulement 3% de la population était positive au Zika et seulement 34% étaient confirmés à avoir des anticorps neutralisants. Alors, notre étude montre que le Singapour n'avait pas de transmission continue de Zika, mais avec une immunité qui est faible et beaucoup de facteurs de transmission possibles, ça nous met à risque. Alors, ça veut dire qu'une surveillance des vecteurs des moustiques et des eaux usées était importante. Et en utilisant les réseaux déjà en place, nous avons pu recueillir des informations et optimiser nos efforts de surveillance. Nous avons aussi défini une nouvelle approche de surveillance des eaux usées, ce qui est non intrusif et qui peut surveiller la transmission du Zika. C'est important parce que nous savons que les infections sont pas très fortes, mais peuvent avoir un impact important. Alors, je voudrais remercier et reconnaître le professeur Renshli Ching, le directeur de groupe, et mes collègues Trinvita et Martine pour leur aide. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Wong, pour votre présentation de cas d'études du Singapour et comment une approche pluridisciplinaire pourrait surveiller des clusters du virus de Zika dans les différents pays. Maintenant, je vais donner la parole à Pais dos Santos, qui est le directeur de surveillance et contrôle des maladies arbovirales et l'unité des maladies infectieuses dans sa région des Amériques. Je vais maintenant vous donner la parole, Madame dos Santos. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation et l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi ces superbes présentateurs. Je vais parler un peu aujourd'hui de l'expérience des Amériques avec le virus de Zika, ce qui est un peu plus récent que ce qui a été mentionné par les autres présentateurs. La première détection était en 2014 dans les îles Pacifiques, dans l'île de Pâques, qui est reliée au Chili, qui était en parallèle avec une épidémie aux Polynésie française. Après, en 2015, début 2015, il y a eu des clusters de cette maladie semblant le Zika dans les États du nord-est de Brésil. À peu près 7000 cas ont été détectés entre février et avril, mais en février 2015, on a eu la première confirmation. Il y avait en fait les maladies semblables au dengue, mais pas positives pour dengue. Et avant, ils pensaient que c'était une épidémie d'une allergie parce qu'il y avait une éruption purulente et ça présentait avec de la fièvre. Alors, ça a pris un peu de temps pour comprendre quel était l'agent d'infection, mais en 2015, nous avons pu clarifier la preuve que ce soit le Zika et nous avons distribué des lignes directrices avec des actions de surveillance et de contrôle de transmission. Et vous allez trouver ça dans les diapositives, mais aussi dans le lien qui est en bas. Quelques mois après la première détection de cas d'infection au Brésil en particulièrement, et il y avait un lien aussi avec une pique du syndrome de Guillain-Barré. À ce moment-là, il y avait 26 cas du syndrome de Guillain-Barré avec confirmation de Zika dans la région de Bahia. Quelques mois après, nous avons vu des clusters de microcéphalie, particulièrement au Brésil, qui ont été associés avec l'infection de Zika. Alors, comme point de comparaison, de 2010, dans les 5 ans entre 2010 et 2014, le Brésil a détecté 163 cas de microcéphalie, mais pendant cette période de transmission de Zika, il y a eu le rapportage de 3530 cas. Et jusqu'à février 2016, des maladies neurologiques et malformations néonatales ont mené vers un grand souci de la population. Ici, la circulation des différents virus dans la région des Amériques, ça illustre que la région des Amériques dispose de tous les facteurs nécessaires pour une bonne transmission, malheureusement. Des maladies transmises par l'Aedes, dont cette année avec le plus faible taux de cas en 2014. Et ici, nous voyons en 2016 et 2023
où c'est très élevé. Mais nous ne voyons pas le Zika en 2014 parce que ça, c'est en bleu marine, parce qu'il y avait que seulement un cas à l'île de Pâques. Mais en 2015, vous voyez une ligne un peu plus importante et très, très importante en 2016. Mais je voulais juste vous montrer la complexité entre ces trois arbovirus qui circulent en parallèle et particulièrement avec le Zika et le dengue, les flavivirus, ça représente des grands défis aussi. Je voudrais aussi souligner que pendant les 2 années après la flambée de Zika, regardez ce qui s'est passé au dengue entre 2014 et 2018. Ça peut être lié à la circulation de ces flavivirus, mais nous avons eu une importante réduction dans les cas reportés de fièvre de dengue qui s'est élevée encore très rapidement en 2019 jusqu'à cette année qui est l'année avec plus, le taux le plus important déclaré. Mais de 2014 jusqu'à cette année, le Zika représente juste un peu moins de 5% de tous les arbovirus déclarés. Alors, sur le continent des Amériques, ne comprenons pas l'île de Pâques parce que le Chili n'a pas déclaré des cas de Zika, mais nous avions seulement eu Brésil, mais jusqu'à 2010, il y avait une transmission locale, et puis 2012 et puis 2015 à jusqu'à octobre-décembre 2016, nous avons eu 20 pays des 52 aux Amériques centrales qui ont déclaré des cas de Zika. Ici, vous voyez le taux de cas plus important. En fait, l'incidence est concentrée dans ces 10 pays, sauf que le Brésil a une déclaration d'un taux le plus important, mais c'est seulement, même si en incidence, en prévalence, c'est un numéro très haut, en fait, le taux par rapport à la population est assez faible. Nous voyons aussi que le pic de la transmission et la vraie flambée était fin 2015, début 2016, mais ça pourrait aussi représenter après, il y avait une diminution de transmission, mais comme vous savez, Zika est très difficile à surveiller et à enquêter parce que les signes et les symptômes sont pas très euh, clairs et des fois, beaucoup de cas n'ont pas de manifestations cliniques. Alors, les systèmes ne peuvent pas vraiment surveiller et documenter avec précision. Mais à la fin de cette flambée, cette urgence, nous avons vu aussi que les déclarations ont diminué avec le nombre de cas. Alors, ça peut représenter un nombre de cas qui a diminué, mais aussi euh, un- juste moins de déclaration des cas ou moins de dépistage. Mais pendant ce temps-là, la transmission est restée consistante, mais au niveau beaucoup plus bas que ce qui a été constaté en 2016. Jusqu'ici, il y a eu 1 million de cas, seulement 27% qui ont été confirmés au niveau laboratoire, mais de ces cas, ça varie entre 8 et 30%, 35% depuis les dernières années, entre 8 et 9%, ce qui nous donne des opportunités d'intervention et amélioration que nous pouvons discuter pendant la partie questions et réponses, avec une incidence en 2016 qui était beaucoup plus importante en termes de taux de cas par rapport à la population. Ici, c'est la définition de cas que nous avons mise à jour et utilisée depuis 2022 sur la base d'une révision de la littérature sur toutes les publications qui ont été publiées dans la région et depuis l'épidémie aux Polynésie française. Et ça va être disponible en référence dans ces diapositives. Mais pour résumer,
Au Canada, Chili et Uruguay, tous les pays et territoires de la région des Amériques ont déclaré des cas du virus de Zika. Malgré une réduction de cas en 2016, il faut continuer à partager les informations en continu au même niveau qu'il y avait pendant la flambée. Et je pense que c'est quelque chose de souciant parce que si la transmission est vraiment aussi faible que déclarée, ça veut dire que nous sommes en train d'accumuler des susceptibles chaque année. Alors, il faut rester vigilant pour qu'il n'y ait pas une nouvelle épidémie à l'horizon. Et autre chose que je voudrais que nous considérons, c'est l'importance de relier les infections chroniques de Zika et les systèmes de surveillance et de rapportage. Et aussi le problème dont je vous ai parlé sur l'importance d'avoir la diagnostic au niveau laboratoire pour avoir une détection de Zika rapide pour pouvoir nous aider à intervenir rapidement. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Thaïs, pour cette présentation complète et une mise à jour de la situation épidémiologique de Zika aux Amériques. Maintenant, pour avoir assez de temps pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et réponses pour que nous puissions les adresser à la fin de sa présentation. Je vais maintenant donner la parole à Dr. Ricardo Jiménez, qui est directeur de la médecine tropique en Recife, en Brésil. Il va parler de la part de l'analyse des patients, de la méta-analyse des patients individuels sur le Zika pendant la situation d'urgence à la santé publique pour s'assurer que tous les pays, tous les enfants soient dépistés pour éviter le syndrome de Guillain-Barré et des autres problèmes neurologiques et le microcéphalie. Merci beaucoup. Je vais vous donner une mise à jour de toutes les activités de l'OMS, du consortium du virus Zika, pour la plupart sur la méta-analyse qui a été faite par ces deux consortiums, cohortes. Commençons d'abord avec le consortium de l'OMS. Les objectifs sont d'abord de faire une approximation des risques absolus et relatifs de tous ces symptômes liés au virus de Zika pendant la grossesse. Deuxièmement, d'identifier les facteurs de modification du risque aux femmes. Troisièmement, d'utiliser l'importance des mesures d'intervenir pendant la grossesse pour réduire l'effet direct, l'effet indirect et l'effet d'interaction du virus de Zika en termes des facteurs modifiant la santé de la femme enceinte. Objectif 4, de développer et valider un outil de prédiction de risque pour identifier les femmes enceintes et d'éviter le risque aux enfants et nouveau-nés. L'analyse, le méta-analyse des participants est le plus compréhensif avec 64 sites représentant 22 pays et territoires et des données individuelles de 33 000 femmes enceintes, parmi lesquelles 11 000 ont été exposées au Zika et des données sur plus de 18 000 enfants exposés au virus de Zika. Maintenant, en lien avec le méta-analyse de l'OMS, d'abord, nous avons écrit
élaboré un protocole en 2019. Nous nous sommes organisés dans des groupes de travail et nous avons commencé à construire un livre de code maître avec 236 variables qui a été étendu à avoir 692 variables essentielles. Après, nous avons fait des analyses des données dans 2 étapes, avec la première étape pilote, avec des groupes de données pilotes en nombre de 10, et après, nous avons augmenté ça jusqu'à 23 regroupements de données harmonisés pour en avoir 33, et nous avons refait l'analyse. Alors, nous avons comme résultat notre protocole publié en 2019, les métadonnées qui ont été acceptées pour publication en 2022 et une distribution publication dans des journaux scientifiques. Manuscrit analysant les 33 regroupements de données déjà analysés et discutés. Et prochaine étape pour nous serait de rajouter à nos groupes de données 31 groupes de données supplémentaires pour refaire l'analyse pour atteindre les objectifs 2, 3 et 4. Prochaine diapositive. Parlons maintenant du consortium des cohortes du Brésil. L'objectif de ce consortium du cohorte brésilienne du Zika était d'approximer le risque des résultats adverses sur les enfants des femmes confirmés à avoir l'infection du virus de Zika pendant la grossesse et de investiguer l'hétérogénéité de ces effets. Le consortium a fait 13 études de cohorte et dans presque 15 000 femmes de toutes les régions de Brésil où le virus de Zika était épidémique. Les résultats que nous avons jusqu'ici sont comme suite. Nous avons un risque absolu de la microcéphalie de à peu près 2,6% considérés à la naissance pour leur première évaluation et 4% si c'est considéré à n'importe quel moment pendant la suivi. Le risque de microcéphalie sévère était à peu près 3%. Le risque absolu des impacts neurologiques était plus élevé, à peu près 20%, et le risque d'ophtalmologique et audiologique des symptômes était 4% et 6,4% relatifs. Le risque global de présenter un de ces malformations, la microcéphalie, et des effets neurologiques étaient à peu près 35%. Je voudrais souligner que nous avons vu une association entre la microcéphalie et les anomalies dans les images neurologiques et que le risque était plus élevé pendant la première trimestre de grossesse. Nous n'avons pas trouvé un lien entre l'éducation et la microcéphalie. Il n'y avait pas de lien avec race, origine ou région. Prochaine diapositive.
Alors, quelle valeur est rajoutée par cette étude? C'est important parce que ça montre qu'à peu près un tiers des enfants nés avec une exposition au Zika avant leur naissance vont présenter au moins une anomalie compatible avec l'infection congénitique. Et ça veut dire que nous sommes en train de sous-estimer le risque du Zika lié avec la microcéphalie et ça montre que le risque de la microcéphalie liée au virus de Zika est homogène à travers les sites et n'a pas de lien à travers la géographie, l'éducation, l'origine ou le niveau socio-économique. Les implications sont que ça montre un besoin d'une équipe de santé pluridisciplinaire pour évaluer ces enfants vu la complexité et diversité des signes et symptômes qui ont été constatés. Ça montre qu'il faut étudier des conséquences à long terme des infections de Zika pendant la grossesse, comme ces enfants sont maintenant en train d'atteindre l'âge d'éducation formelle et qu'ils sont en train d'utiliser des outils plus sophistiqués dans le développement qui peuvent être appliqués à ces enfants. Il y a besoin des efforts pour développer des outils de diagnostic et de dépistage du virus de Zika plus abordables et adéquats. Et ils doivent être utilisés pour détecter et dépister précocement la circulation du virus de Zika dans les communautés. Pour pouvoir déployer des mesures de santé publique, il faut rester informé. Sans cette information, nous sommes en train d'accumuler des individus susceptibles. Il n'y a toujours pas de vaccin et la détection de ce virus reste difficile. Encore merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ce cas d'étude. Merci beaucoup. Merci Ricardo de nous avoir rejoints dans ce webinaire et d'avoir mis à jour les informations sur le méta-analyse de l'OMS et du cohorte de Brésil. Alors maintenant, nous avons le temps de adresser les questions qui ont été posées. Commençons sur une question sur la situation actuelle du Zika au en Mexique et si c'est toujours un souci qui doit être adressé. À Thaïs, alors cette année a été une année où la transmission a été faible, même en comparaison à l'année dernière, même s'il y a des épidémies de chikungunya et de dengue, la saison est en train de terminer et nous avons eu des niveaux très hauts de dengue avec un taux le plus important depuis des années, mais aussi le chikungunya avec une épidémie très importante en Paraguay et un peu moins en Argentine, Bolivie et Pérou. Mais c'est important de noter qu'il y a toujours une transmission de Zika. Ça continue à circuler, mais il y a beaucoup de pays qui ont des posologies trioplex qui détectent si un échantillon est positif pour chikungunya, dengue ou Zika. Alors, même si nous comprenons qu'il y a c'est complexe de surveiller le Zika avec des systèmes passifs, mais s'il y avait une épidémie, ça aurait été détecté cette année en particulier, était une année de transmission faible. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour votre réponse. Et oui, tout à fait, le Zika fait partie des problématiques dans la région et comme on l'a vu dans
dans la présentation, la plupart des infections sont asymptomatiques. Il n'y a pas de développement des symptômes, alors ils ne seront pas à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. Avec le Zika, peut-être que ça circule de façon silencieuse et sans être détecté. C'est quelque chose à garder en tête. Il y a des moustiques et il y a eu des signalements de transmission. Alors, prenez des précautions, portez des manches longues, des habits qui couvrent votre corps. Si vous habitez dans une région endémique ou si vous vous rendez dans une zone endémique, portez du produit pour prévenir les infections. Et une autre question, Dr. Cyprien, il y a une question pour vous. Est-ce que le Zika serait responsable de la prochaine pandémie, à votre avis? Ou Dr. Maria? Oui, je ne sais pas si Sylvie se trouve en ligne toujours. Alors, Maria, oui, vous pouvez répondre. Oui, tout à fait. Et la réponse est oui, bien sûr. Un virus, beaucoup de monde pense que les pandémies sont originées par des pathogènes respiratoires parce que le mode de transmission est beaucoup plus simple par l'air, mais il peut y avoir tout à fait une pandémie occasionnée par un vecteur, par exemple, comme les moustiques Aedes aegypti, comme nous le voyons avec la microcéphalie, avec le Zika, pardon. Alors, le Zika a été une urgence internationale en matière de santé en 2016, 2017. Et vu son lien avec la microcéphalie et nous, en tant qu'organisation, il faut être préparé. Et comment se préparer pour cette pandémie? On pense à plusieurs groupes de transmission. Il y a une réactivité pour les virus respiratoires tels que le COVID. Nous avons des groupes pour la grippe, par exemple, mais il faut prendre en compte les autres virus, le Zika ou des virus méconnus, nous appelons la maladie X. Il faut être préparé pour les pathogènes méconnus et pour les pathogènes qui vont émerger à l'avenir. Alors, la réponse est oui, tout à fait. Merci. J'ai une autre question ici. Comme pour la plupart des virus, la transmission du Zika est par le moustique. Il y a d'autres moyens de transmission du Zika au-delà du moustique. Judith Wang, vous pouvez répondre. Et une autre question, comment faire le diagnostic du virus Zika? Dr. Wang, je vous donne la parole. Merci, Diana. Alors, pour la première question, les moyens de transmission. Nous savons qu'il y a d'autres moyens de transmission, mais ce n'est pas très courant. Par exemple, les transmissions sexuelles, ça existe, mais le principal moyen de transmission pour le Zika est par les moustiques. La deuxième question porte sur le diagnostic. Ah, désolé, ma vidéo ne marchait pas. Alors, en ce qui concerne le diagnostic se fait par un test de dépistage PCR, un échantillon, par exemple un sérum ou un test urinaire. Merci. Merci pour les réponses. J'ai une question pour le docteur Soudat pour la région Asie de l'Est. Comment la CRO va mettre en place la surveillance du Zika dans votre région? Oui, pour le moment, l'initiative globale RCO et son adaptation est en cours. Et sur ce mot, nous allons établir un système de surveillance dans la région. Il y aura un tableau régional qui va venir compiler toutes ces données et les centraliser. Et les pays membres ont du travail à faire encore à cet égard, car il y a des cas sporadiques et il faut analyser ces cas sporadiques. Et ce n'est pas la priorité des pays membres, car ils ont d'autres problématiques à aborder pour le moment. Et merci.
Merci pour votre réponse. Et j'ai des questions pour Ricardo. Première question, est-ce qu'il y a un antiviral ou vaccin disponible contre l'infection Zika? Voilà la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des évidences qui relient la microcéphalie avec le Zika pendant le premier trimestre ou est-ce que la transmission peut se faire à tout moment de la grossesse? Oui, pour ce qui concerne le vaccin, non, il n'y a pas de vaccin disponible à ce jour. C'est pour cela qu'il est très important de suivre et de développer des directives, des outils de diagnostic pour détecter aussitôt que possible la circulation de ce virus. Alors maintenant, ce qui concerne le risque de la microcéphalie, euh, alors dans notre consortium, nous avons collecté les données de plus de 1000 personnes qui ont confirmé une infection Zika par PCR et nous avons observé une association du risque de microcéphalie qui était beaucoup plus important pendant les premiers trimestres de la grossesse. Cela veut néanmoins dire qu'une infection tardive ne pourrait pas se produire pour la microcéphalie. Un autre point à noter, c'est que la microcéphalie, pour la microcéphalie, certains enfants naissent avec une condition de santé normale. La vidéo est figée. I think we Mm. cannot hear. Ah, nous pouvons... Oui, oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant on vous entend, mais on vous a perdu pendant quelques secondes. Oui, alors je me reprends. La microcéphalie peut arriver à tout moment de la grossesse, mais il y a une plus forte incidence pendant le premier trimestre de la grossesse. Un autre point à noter, c'est que la microcéphalie peut ne pas être identifiée au tout début de la naissance. Il y a des enfants qui naissent avec la maladie et ils manifestent la maladie après. C'est plus tard dans la vie de l'enfant, dans la première année de la vie de l'enfant, que la microcéphalie se manifeste plus visiblement. Merci pour ces informations, Dr. Ricardo. J'ai une autre question sur la présentation clinique des symptômes du Zika. Est-ce qu'ils sont similaires à la dengue et le chikungunya, à savoir la fièvre, conjonctivite, éruption? Alors, est-ce qu'il y a un algorithme clinique définitif pour identifier les Zika? Je vais donner la parole à Thaïs qui est plus à l'aise en ce qui concerne la gestion de diagnostic différentiel et l'algorithmique clinique pour le Zika. Taï, je vous donne la parole. Merci. Oui, tout à fait. Alors, dans un contexte de co-circulation, c'est très difficile d'identifier les symptômes pour chaque virus. L'année dernière, comme je l'avais dit, nous avons regardé l'évidence et nous avons essayé de voir la prédictibilité des symptômes et comment nous pouvons comparer les Zika avec d'autres virus. Et nous avons trouvé une série des symptômes spécifiques au Zika qui se trouvent disponibles en ligne. Bien évidemment, je serais ravie de vous partager ces données. Et je pense que nous avons peu de cas soupçons du Zika. Les symptômes sont non spécifiques, je sais, et pas mal de la surveillance se fait, et notamment sur la grossesse, car c'est la zone problématique la plus importante lorsqu'on parle du Zika. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question, alors je donne la parole à Diana.
Oui, vous avez répondu à la question. La plupart des symptômes sont très similaires. Alors, pour le clinicien qui se trouve sur le terrain, s'il a un patient avec une éruption ou la fièvre ou avec d'autres symptômes afférents au Zika, pour le personnel de santé, c'est un défi de savoir exactement quel virus est derrière ces symptômes, car il y a un nombre de virus qui circulent dans les zones endémiques. Alors, il faudrait identifier les principales différences. Par exemple, pour la dengue, la fièvre, c'est les symptômes principaux. Pour le chikungunya, le principal symptôme est une fièvre forte avec une altralgie et arthrite, mais avec le Zika, le principal symptôme est l'éruption. Alors, vous voyez, la fièvre n'est pas si importante. Oui, tout à fait, c'est différent. C'est difficile de faire un diagnostic. C'est pour cela qu'il faut faire appel à notre capacité de dépistage PCR, comme nous l'avons fait avec le COVID, pour faire des diagnostics moléculaires plus pertinents pour voir quel virus se trouve en circulation et quels virus sont derrière les infections dans un patient en spécifique. J'ai une autre question ici pour Dr. Judith Wang. Est-ce que les échantillons des pays sont envoyés à l'étranger s'il n'y a pas les capacités de dépistage à niveau national? Et est-ce qu'il y a une spécificité en ce qui concerne la sérologie du Zika? Dr. Judith, je vous donne la parole. Oui, alors en ce qui concerne le dépistage national, oui, nous avons une installation au Singapour qui appuie les autres pays par le biais de l'OMS. Et maintenant, en ce qui concerne l'évaluation des kits de dépistage, dans notre initiative, par exemple, nous essayons de développer des moyens d'évaluation des différents kits de dépistage disponibles sur le marché. Merci. Merci pour la réponse. Et les dernières deux questions, et merci à tout le monde qui a participé activement lors de la session en posant des questions. Merci. Alors, les deux dernières questions sont pour Dr. Ricardo. Est-ce qu'il y a une corrélation des infections Zika avec l'autisme ou et comment vous expliquez les cas supplémentaires de microcéphalie lors de la phase de suivi? Docteur Ricardo, je vous donne la parole. Oui, la connexion coupe. Ouf, on vous entend pas très bien. Ricardo, peut-être que vous pouvez étendre votre... Ah oui, je vais faire ça. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux. Vous pouvez reprendre depuis le début car on ne vous a pas entendu. Oui, alors en ce qui concerne l'autisme, nous n'avons pas de données. Il y a eu des cas signalés et d'autisme chez les enfants atteints de Zika lors de la grossesse, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas des données prouvantes qui, qui viennent appuyer cette hypothèse. Alors, il faudrait faire des recherches supplémentaires pour voir la corrélation entre le Zika et cette maladie. Alors, pour répondre jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y a une association avec l'autisme et les virus, mais il y a plus de recherches que se fait à cet égard. Maintenant, ce qui concerne la microcéphalie postnatale, oui, il y a des enfants qui ont observé et un dommage cérébral, mais qui n'a pas enclenché une microcéphalie. Pour ces enfants, il est, nous
ce n'est pas vraiment une microcéphalie, mais c'est que la microcéphalie se manifeste parce que le cerveau ne se développe pas de façon normale. Merci. Merci, docteur, pour vos réponses. Et je voudrais remercier à tous les orateurs pour votre participation. Maintenant, je donne la parole à nos collègues Epiwin. Thank you, Diana. Merci, Diana, et merci à tout le monde. On arrive à la fin de notre webinaire. Alors, je vais clôturer en vous remerciant. Merci à la tribune, merci aux interprètes, merci à nos gestionnaires de projet pour l'interprétariat IA. Merci à Priya, enfin, Gabriela, Sabria et toute l'équipe dirigée par Sylvie Briand. Et finalement, merci à tout le monde pour vous rendre ici et pour votre participation et pour vos questions. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible dans le site web EpiWin, dans les 7 langues interprétées. Et si vous voulez rester à jour sur le webinaire à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de newsletters qui va apparaître sur la discussion. On espère vous voir lors de notre nouveau webinaire le 13 septembre sur la prévention des pandémies dans les communautés via une approche unifiée. Les dates seront postées dans le site web et merci à tout le monde.